Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce 20e épisode, toujours et encore en compagnie de Kevin et Sébastien, mes deux acolytes. Bonjour Antoine, bonjour Sébastien. Bonjour Antoine, bonjour Kevin. Bon, alors sur cet épisode, on va s'attarder à un sujet qui est très touchy, ça tombe bien de le dire parce que le touch va être important pour pouvoir être performant. Ça va être le chipping. Le chipping, on va avoir beaucoup de choses à voir et ça va être extrêmement intéressant parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont des petites problématiques sur ce secteur du jeu. Pas du tout. Avant tout, ah bon ? Pas du tout, c'est hyper facile le chipping. Vu comme ça, on en parlera avec certains joueurs qui utilisent des techniques qui sont assez différentes, mais j'en dis pas plus, on verra par la suite. Je vais commencer par laisser ou Kevin ou Sébastien, vous choisissez, qui vont présenter nos différents sponsors. Ah, tu sais quel bonheur je prends à présenter nos sponsors. Donc je vais prendre la main et je vais remercier donc Callaway qui nous soutient sur tous nos épisodes, qui soutient les tontons sur tous nos projets. Donc merci à eux et à leur nouveau wedge Opus qui nous permettent de faire que des bons chips maintenant. Et un grand merci aussi à Golf Planet pour leur diffusion, leur confiance aussi. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter pour recevoir toutes les news de la semaine le lundi matin quand vous allez travailler. Donc c'est gratuit, vous pouvez vous abonner gratuitement et puis on sera content de bientôt annoncer des nouveaux partenaires, enfin un nouveau partenaire. Donc voilà, vous avez pu voir il y a depuis quelques semaines ou jours des vidéos sur Internet. Donc on est très content de ce nouveau développement sur Instagram. Excuse-moi, sur Internet, je suis un vieux. Sur Instagram. Sur les Internets. Donc sur Instagram, Facebook. Donc voilà des petits shortcuts de nos épisodes. Donc on en est très fiers et puis on vous annoncera bientôt qui nous aide dans ce super projet. Bah oui, et bien évidemment, vous qui nous écoutez, si vous voulez également être partenaire des Tontons Golfeurs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on demande que ça, au contraire. Donc, contactez-nous et puis on fera au mieux pour tout ça. Bon, ce chipping, c'est quoi un chip déjà ? Tiens, Sébastien, toi qui es un grand joueur de golf et qui continue de taper la balle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un chip ? Ouais, moi j'estime déjà que le chipping, ça s'arrête... Pour Seb, c'est tous les coups en dessous 150 mètres. Ouais, parce qu'il prend le club 58 à cette distance-là. Ouais. Pour moi, le chipping, on va dire que c'est à moins de 25 mètres d'un drapeau, qui peut un tout petit peu s'adapter en fonction de si t'es à 5 mètres du green et qu'il y a 30 mètres de drapeau, t'es à 35 mètres du drapeau, mais ça ressemble quand même plutôt à un chip qu'à un petit coup de wedge. Le chipping, c'est une zone hyper clé dans le jeu de golf, puisque c'est le moment là où quand tu as raté un green, tu peux faire, comme disent les Anglais, le up and down. Donc up en l'air et down dans le trou. C'est ce qui peut du coup sauver des parties quand on joue pas bien, mais c'est aussi ce qui peut permettre d'optimiser quand, pour ceux qui frappent fort, qui sont pas loin d'un green en 2 sur un par 5, de pouvoir faire un birdie. Donc c'est vraiment une partie très très clé du jeu. Et que je situe à moins de 30 mètres d'un drapeau, vraiment à proximité directe du green. C'est vrai que moi j'ai quelques images, je sais pas de vous, mais de joueurs professionnels qui ont fait des chips démentiels. Je pense que vous allez voir tous en tête, c'est le chip de Tiger Woods au 16 du Masters, qui a fait en plus le chip qui tombe parfait, avec la petite virgule Nike comme il faut. Celui-ci, ils auraient voulu faire une pub qu'ils n'auraient pas pu la faire mieux que ça. Ça a été certainement le coup de pub le moins coûteux possible pour Nike, c'est ça qui est dingue. Le coup dont tu parles, c'est l'exemple type du chipping, en fait, c'est que c'est sûrement le secteur de jeu là où on peut être le plus créatif. C'est vraiment le jeu de golf par excellence, c'est le chipping. C'est qu'on peut faire n'importe quel coup de 1000 manières différentes. Et le même coup avec un lie un tout petit peu différent n'est plus du tout le même coup. Et c'est d'ailleurs un problème, et c'est pour ça que c'est qu'il faut de l'expérience au chipping et de l'analyse. Et moi, je le vois pendant mes cours. C'est vrai que on a du mal forcément à analyser. On en reviendra plus tard sur les lies, mais un brin d'herbe posé d'une façon différente peut changer totalement la conception du chip que tu as en face de toi. Et complètement. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant ça.
Voilà, et comme on dit, donc le chipping peut autant venir du fairway, du rough, que d'une route, enfin bref, voilà. Le chipping, comme tu dis, je pense que c'est la bonne définition, c'est un coup qui est en dessous de 25-30 mètres. Et bien évidemment, certaines lois mécaniques, j'ai envie de dire, qui sont respectées. Pour vous, les gars, ça serait quoi le plus important au chipping sur le plan de la mécanique ? Je suis désolé, je ne vais pas répondre véritablement à ta question, Antoine, mais pour moi, le plus important au chipping, c'est l'analyse du lie. J'aime bien l'imager par, tu sais, le jeu qu'il y avait derrière le paquet de céréales quand on était petit. C'est-à-dire que maintenant, je pense que les enfants, ils ne le voient plus vu qu'ils sont sur le téléphone ou devant la télé. Mais nous, on s'amusait, tu sais, à relier à chaque fois le point A, point B, point C, et puis on le relie, ça va avec le marteau et compagnie. Et je trouve que le chipping, c'est très comparable à ça. C'est-à-dire que tu as une situation dans laquelle tu pourrais faire toute une panoplie de trajectoires et tu as un lie qu'il va falloir relier à la bonne trajectoire par rapport à la situation. Et qu'en fait, c'est un jeu de sélection de je sais faire, disons, ce chip de 5 manières différentes, mais quel est le lie que j'ai ? Ok, j'ai ce lie, et ben ça me permet de faire que 2 situations, enfin que deux possibilités, et du coup, je vais choisir celle-là parce que c'est celle sur laquelle je suis le plus performant. Et si on me met moi, si on met Kevin, si on met Antoine sur la situation, on va peut-être choisir 3 manières de le faire différemment. Et donc, du coup, ensuite, on arrive sur toutes les lois mécaniques qui peuvent être l'angle d'attaque. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'après, c'est vraiment une question d'angle d'attaque et je trouve qu'il n'est pas forcément super bien expliqué. Moi, pour ma part, moi, j'ai eu des problèmes de chipping qui sont... je touche la table qui est en bois, qui sont maintenant résolus. Et en fait, on pourra en revenir dessus plus tard, peut-être plus en parlant des hips ou des problèmes qu'on peut rencontrer au chipping. Mais c'est vrai que moi, c'est plus dans la conception du chipping que je me suis perdu. Avec des mauvaises organisations justement par rapport à cet angle d'attaque avec une balle mal positionnée dans le stance avec une envie de prendre la balle d'une certaine façon et je trouve que et c'est en tout cas c'est la manière dont j'essaye de l'expliquer maintenant à mes élèves. J'essaye beaucoup plus d'expliquer de comment la balle doit être prise et de quelle manière le club doit arriver à la balle plutôt que vraiment essayer de taper la balle, d'essayer de écraser la balle. Tu vois, c'est l'angle d'attaque, il peut être très mal expliqué, je trouve, au chipping, et il est vraiment tellement important pour arriver à aller sur toutes les positions et sur tous les lies, comme disait Sébastien, et pour au final arriver à quelque chose qui est hyper important, comme dans tous les coups de golf, c'est le contact, d'arriver à avoir un contact régulier au chipping. Ça reste la clé et si tu arrives à le faire dans le plus de lies différents, tu chippes très bien. Toi Antoine, tu peux toi qui es un excellent chipper, c'est vrai que c'était rare de te voir faire des contacts vraiment hors sujet et malgré des façons de chipper. Quoique toi, t'aimais bien quand même une façon de chipper particulière que tu pourrais exposer, mais c'est vrai que ça soit un chip roulé, un chip lobé, un chip qui est mi-haut, un chip en spin, en fait, tu étais plutôt à l'aise sur les différentes organisations. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais naturellement ou quelque chose où tu as vraiment cherché à comprendre comment tu devais placer la balle, comment tu devais faire Je crois que... Déjà, Antoine, tu ratais beaucoup de greens, donc tu avais beaucoup d'entraînement au chipping, même sur le parcours. C'est certain, les côtés putting, c'est peut-être ça qui m'a permis d'être un bon putter, je pense. Donc, mais oui, clairement, au chipping, je pense que je ne réfléchissais pas assez en tant que pro. J'étais quelqu'un qui était bon, mais j'ai cette image, je me souviens, quand j'étais à Dubaï pour m'entraîner, il y avait donc le coach de Sébastien, Benoît Telleria, et j'avais des chips où j'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais du mal à m'adapter proprement. Mais en fait, c'est comme si tu apprends une leçon, c'est-à-dire que dès que tu arrives dans un type d'herbe avec une balle qui est placée d'une certaine façon, il faut que tu puisses t'adapter à cette situation. Et c'est vrai que en France, on a souvent des roughs qui sont assez similaires partout. On va jouer peut-être sur l'épaisseur, mais dès qu'on commence à aller dans des pays un peu plus chauds, des pays tropicaux, on a différents types d'herbes où là par contre, si vous n'adaptez pas votre mécanique, c'est impossible de vous en sortir correctement. Donc je pense que c'est ça qui m'a peut-être manqué, même si j'étais un bon chipper, je pense que j'avais pas assez de notions de réflexion sur le chip, et pour moi c'est l'une des
grosse problématique qu'on peut rencontrer avec les amateurs, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'adapter. C'est normal. À partir du moment où tu apprends à t'adapter à cette situation, les choses deviennent beaucoup plus simples. Mais clairement, ouais, un bon chip, il faut savoir s'adapter. Un bon lie comme un mauvais lie, c'est obligatoire sur ça, ouais, bien sûr. Mais pour rebondir là-dessus, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire. Le gros problème, c'est que les joueurs de golf en général essayent de trouver une solution qu'ils peuvent appliquer à tout, pour tous les secteurs du jeu. Alors que le golf, c'est exactement l'inverse. Il faut trouver une manière... justement, il ne faut pas chercher une seule manière de faire, mais il faut trouver une manière de faire qui permet ensuite de faire des micro-réglages à chaque fois qui font qu'on peut s'adapter. Ouais. Mais c'est pas je fais tout le temps ça, ou je fais tout le temps ce swing-là, ou je fais tout le temps ce chip-là. Non, il faut s'adapter et être créatif à chaque fois. C'est un jeu, donc il faut être créatif. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à mieux comprendre le chipping avec le temps. Et je trouve que justement, on l'enseigne pas forcément de la bonne façon. Je pense qu'il faudrait commencer beaucoup plus tôt. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves, sur la lecture de lie, sur tiens, là on va mettre la balle un petit peu plus comme ça, pour cette raison. Là on va le faire comme ça. Même si au début sur le parcours c'est compliqué pour la personne de le faire parce que t'as pas beaucoup de temps, tu sais pas exactement, au moins ouvrir l'esprit que il faut faire cette analyse, il faut essayer de la faire pour progresser au chipping. Sinon, en final, moi j'ai appris le chipping, on me disait il faut mettre la balle comme ça, les mains comme ça et tu fais ci. Et puis voilà, et tu fais ça toute la journée, sauf que ça marche sur certains lies, et puis après ça marche pas, et tu te dis je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et donc du coup, je pense que il faut avoir cette ouverture d'esprit, et notamment aussi avec les gamins très tôt, de leur expliquer comment raisonner au chipping. Et pour moi, ça part vraiment d'un bon raisonnement. C'est pas que de la mécanique. Alors oui, quand t'es un peu doué et que t'es un peu en confiance et que t'es gamin, que t'as des bonnes mains, t'arrives à peu près à t'en sortir à l'instinct. Mais à un moment, ça suffit pas en fait. Pour être vraiment passé un cap au chipping, faut avoir une bonne réflexion sur le lie, sur la situation donnée et sur les coups qui sont possibles de faire dans ces lies-là. Et moi, je le vois souvent, comme vous, mais en parcours accompagné ou en pro-am, mais je vois des choix faits sur des chips qui sont incohérents. Alors sans parler, en parlant justement du chip ou l'OB alors que tu as 25 mètres de green et que tu es à 2 mètres du green mal placé. Et je vois des personnes qui essayent de faire des lobs avec une balle qui s'arrête, qui pitcherait à 1 mètre devant le trou et qui s'arrêterait parce que c'est le coup qu'ils imaginent. Et je le fais parfois à Longchamp et ils me disent mais ils disent ouais mais j'adore et regarde à la télé et puis je le fais super bien etc. Mais je dis mais sur 10 balles c'est impossible avec un lie comme ça de faire ce choix là et les meilleurs joueurs du monde ne le feraient pas non plus. Donc il faut éviter de se mettre en difficulté déjà par le choix et l'analyse. Car après, moi j'en ai fait les frais. Quand tu commences à perdre confiance dans ce secteur de jeu, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir et reprendre confiance. Donc si tu te mets déjà dans des difficultés qui sont pas adaptées, en fait, tu commences petit à petit à perdre confiance parce que tu te dis je chip mal, je fais des mauvais chips. Mais en fait, ça part déjà d'un chip qui est pas réalisable ou qui est pas celui qui te laisse le plus de marge. Donc moi je pense que c'est. Et ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire des chips roulés. Exactement. Aussi. Ou qu'il faut tout le temps prendre le pitch, qui est le club que je déteste le plus au chipping parce que c'est le club du non-choix, je trouve. C'est je sais pas quoi faire, donc je prends le pitch. C'est pas un club roulé, c'est pas un club pour faire des chips roulés, c'est pas un club pour faire des lobs parce que je sais pas faire, donc je prends le pitch. Alors que c'est une situation à lob wedge, ou à l'inverse, alors que c'est une situation là où on pourrait même prendre le bois 3, ça serait pas très grave. Après, on est trompé de temps en temps par rapport à ce qui se passe à la télé, comme tu viens de dire, Kevin, c'est que la préparation des parcours est vraiment différente. Lorsqu'on a des greens qui sont extrêmement fermes, on essaye parfois d'avoir de générer le maximum de spin parfois au chipping, et pas tout le temps, attention, parce que le spin peut vraiment être un ennemi, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais lorsqu'on a des greens qui sont extrêmement fermes, on essaie de mettre le plus de spin possible, et bien évidemment, si on prend le sandwich, ça sera plus facile de mettre du spin et d'arrêter la balle facilement que si on prend un pitch ou un fairness. Et comme tu dis, par rapport à la préparation du parcours, il faut voir les roughs autour des greens qu'ils ont. C'est pas les mêmes qu'on joue le dimanche à la Coupe du Pro Shop. Donc en fait, la balle, elle est souvent très enfoncée.
en fait, il n'y a pas le choix, quoi. Tu prends le sandwich, t'essayes avec des greens fermes derrière, t'essayes qu'elle sorte un peu morte en l'air et qu'elle s'arrête, quoi. C'est le lie et la situation donnée qui donnent le coup, en fait. Mais après, ils ont des wedges opus, donc c'est plus facile. C'est bien plus facile. Là, tu peux faire ce que tu veux. donc vous voyez, là, vraiment, sur cet épisode, on vient de parler pratiquement de 10 minutes du lie. Donc, comme disait Seb, j'étais peut-être allé un peu précipité sur un point mécanique important, mais la lecture est fondamentale. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre pro et au bout d'un moment, limite passer une demi-heure en fait à lire un lie, à tester, à voir en faisant des coups d'essai comment réagit le club en fait en fonction de la position de la balle. C'est extrêmement important. Oui, parce que pour faire un petit, moi je suis fasciné par les lies, de à quel point en fait certains lies nous interdisent de faire certains coups. Il est liophile. Enfin voilà, dans le métier on dit qu'il est liophile. Mais on pourrait en parler pendant des heures parce que moi justement, vu que tu as parlé de lui tout à l'heure, moi Benoît Telleria m'a énormément mis le focus sur l'analyse des lies. Donc maintenant c'est quelque chose que j'adore faire et que je trouve assez fascinant, vu que c'est juste une petite balle blanche posée dans de l'herbe. Mais quels sont les points en fait qui vont vous permettre d'avancer dans l'analyse des lies? Déjà, c'est est-ce que la balle elle est un peu enfoncée ou pas? Est-ce que je suis sur le fairway? Est-ce que je suis dans du pré-rough ou est-ce que je suis dans du gros rough? Est-ce que je suis sur de la terre? Est-ce que je suis un peu en montée? Est-ce que je suis un peu en descente? Est-ce que l'herbe pousse contre ou est-ce que l'herbe pousse avec? Ou latéralement aussi. Déjà, c'est important de le dire, ça. Ouais, ou latéralement. Et tout ça, en fait, va vous donner déjà des indications. Après, est-ce que si vous ne savez pas encore quoi faire, du coup, selon les différents lies, c'est là où, comme l'ont très bien dit Kevin et Antoine, se rapprocher de votre pro pour vous aider à comprendre l'influence des lies sur le club. Ça, c'est hyper important. Et après, le chipping, c'est l'endroit d'expérimentation par excellence. Donc, va falloir aller vous entraîner. Enfin, c'est même pas le mot un peu, de temps en temps un peu dur d'entraînement. C'est juste d'aller tester, en fait. C'est que même si vous faites 5 chips dans la journée autour du chipping green avec 5 lies différents, ça suffit déjà pour éveiller votre curiosité sur « Tiens, c'était pas pareil. Le club, il passe pas pareil. » Et tiens, si j'essayais ça, ça passe plus. Déjà, en fait, et puis si j'essaye ça, ça passe. C'est déjà d'avoir la réflexion de vouloir le faire. C'est-à-dire d'arriver sur un chip, au lieu de jeter les balles, prendre le sandwich et de faire de la répète comme ça, vous posez la balle et vous dites attends, alors elle est posée comment celle-ci? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah tiens, je viens de rater le chip. Est-ce que c'est parce que j'ai fait une faute mécanique ou est-ce que j'aurais pas pu prendre un club qui me laisse plus de marge ou une façon de jouer le coup avec le même club en m'organisant différemment qui me laisse plus de marge? Ah oui, attends, j'essaye. Ah bah oui, c'est vrai que tiens, d'un coup, je le loupe plus. Ah ok, bah voilà, donc ça vous aide déjà d'avoir cette réflexion que dans une situation similaire sur le parcours, bah, la prochaine fois, peut-être que vous ferez un meilleur choix et du coup, que même avec un chip qui sera peut-être moyen, vous aurez pris un club qui est plus adapté ou une façon de jouer le chip qui est plus adapté à la situation. Et du coup, vous ferez un chip qui sera un poil meilleur. Et c'est comme ça que petit à petit, vous vous mettez de plus en plus près des drapeaux. Moi, ce que j'aime bien aussi leur expliquer, c'est par rapport à l'équateur de la balle. Pour moi, au chipping, pour arriver au minimum à ce que la balle elle parte correctement, il faut taper en dessous de l'équateur de la balle. Bon, ça paraît être logique, mais ce qui complique la chose... Ouais, ça paraît assez logique. Mais ce qui complique la chose, c'est qu'en fait, plus l'équateur de la balle est proche du sol, plus c'est difficile, moins tu as de marge en fait pour toucher cet équateur. Plus l'équateur il est haut, donc ça veut dire que plus ta balle elle est portée, plus c'est facile. Donc si vous vous entraînez que sur des chips dans les clubs ou quand vous entraînez avec une balle qui est posée magnifique et qui est posée sur un tee, comme on dit l'expression, en fait, vous vous mettez pas du tout dans des situations où c'est représentatif déjà de ce qu'on a souvent sur le parcours et surtout vous vous mettez beaucoup de marge. Donc arriver vraiment à jouer sur cette hauteur, donc avec une balle qui est vraiment sur le sol dur, une balle enfoncée, une balle surélevée, et vous allez voir que c'est pas forcément les mêmes choix et les mêmes types de chips que vous pouvez vous permettre de faire. Mais encore une fois... c'est une bonne image, l'équateur. Ça. Ouais, mais encore une fois, rapprochez-vous ensuite de votre pro parce que, outre la lecture du live, maintenant, on va parler vraiment de cette mécanique qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on va être tous les trois d'accord ou pas du tout. Mais qu'à partir du moment où vous voulez faire un bon chip, systématiquement, il faut que vous ayez un contact qui soit
correct, convenable, voire même parfait, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars? Alors, oui, moi je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir un contact parfait. Le contact que vous voulez, parce qu'encore une fois, en fonction du lie de la balle, le contact va pas être le même sur le fairway ou sur le rough. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, c'est un truc aussi qui m'a pas mal gêné au chipping. C'est que j'essayais pour moi de chercher le contact parfait dans toutes les situations. Et en fait, le contact parfait n'est pas le même partout. C'est-à-dire qu'il y a des situations de lie où le bon chip, ça ne sera pas avec un contact parfait. Ça sera un contact parfait par rapport à la situation donnée, mais parce qu'on ne peut pas faire le contact prix parfait où tu prends que la balle, où elle te part en spin et qu'elle part basse en spin, etc. Et je trouve que en fait, il faut arriver à comprendre qu'il y a des situations où forcément, vous avez avoir l'impression que vous n'avez pas fait un bon chip, mais mécaniquement, c'est un bon chip et par rapport à la situation dans laquelle vous étiez et le lie que vous aviez, c'est le meilleur chip que vous pouvez faire. Ouais, bah, comme tu résumes, c'est-à-dire qu'un bon contact sur le fairway ne va pas être la même sensation que dans le rough. Et encore plus, quand on voit les joueurs, par exemple, qui jouent des tournois majeurs avec des roughs qui sont ultra épais, quand ils tapent la balle, ils ont l'impression que c'est l'herbe qui fait dégager la balle et qu'il n'y a même pas de contact entre la balle et le sand. Est-ce que ça, c'est un bon contact? Oui, ça, c'est un bon contact. Ça ne va pas être le même taux de spin, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres paramètres. Mais déjà, un bon contact, j'ai envie de dire, c'est le contact auquel on va s'attendre et qu'il est différent, que ce soit sur le fairway ou dans le rough. Donc oui, c'est certain. Seb, tu veux rajouter quelque chose sur ça ou plutôt... Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est le contact adapté en fait à la situation. C'est certains chips qu'il faut prendre, vu qu'on a un peu ouvert la face, qu'il faut un peu la cutter, le contact il va être plus facile à prendre un peu dans la pointe du club que dans le centre. Pour une partie qui est un petit peu... qui est un petit peu tangente sur le sujet du chipping, on est quand même pas bien loin du bunker aussi. Il y a certaines sorties de bunker là où il y a presque pas de contact en fait même avec la balle, c'est que le sable qui emmène la balle. Donc un bon contact dépend beaucoup de la situation qu'on a. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai eu des problèmes de contact. On peut peut-être aborder le sujet des hips, de savoir si c'est technique ou mental. Moi je vais vous parler de mon expérience. Alors déjà de savoir d'où c'est venu, parce que c'est avec le temps que j'ai pu analyser ce qui s'était réellement passé. Dans un premier temps, déjà, j'ai toujours cru que c'était mental. J'ai cru que c'était mental parce que quand j'étais à l'entraînement, j'arrivais à chipper tout à fait correctement, et quand j'arrivais en compétition, je chippais beaucoup moins bien, et donc je me disais c'est mental. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, c'était pas mental, c'était technique. C'était que je me mettais dans un schéma qui me rassurait sur le parcours, qui n'était pas le bon. Et à l'entraînement, comme j'étais quand même un minimum doué, que j'avais des bonnes mains, à l'entraînement, j'arrivais à rattraper et à faire, comme j'étais super détendu, j'arrivais vraiment à rattraper les chips. Quand ça arrivait sous pression, ça marchait plus. Donc en fait, c'est un problème technique qui en fait m'a fait croire que j'avais des hips et que c'était mental le problème. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu là et comment j'ai résolu mon problème. En fait, quand on a commencé, nous, à peu près il y a 20 ans, à bien jouer, on jouait avec des stries qui étaient un peu différentes. On avait des stries qui généraient beaucoup plus de spin. Donc, on avait des balles. Je ne citerai pas la marque où on avait tous les wedges à l'époque, mais on faisait des balles, on arrivait à la faire reculer à 30 mètres, quoi. La balle, elle partait énormément en spin et très basse. Et en fait, quand il y a eu le changement de strie, en fait, j'ai commencé à avoir une balle qui partait beaucoup plus haute. Et moi, je visualisais une balle qui était beaucoup plus basse. Et en fait, sans m'en rendre compte au début, j'ai commencé à mettre la balle de plus en plus à droite dans le stance pour générer une balle qui décollait plus basse, des mains qui étaient de plus en plus en avant. Au début, ça marchait plus ou moins parce que j'étais encore en confiance. Quand j'ai commencé à faire une petite gratte, puis deux, puis un petit top, et puis j'ai commencé à faire des erreurs de contact. Et là, en fait, je me suis réfugié dans le fait, mais je mets la balle de plus en plus à droite, j'essaie de mettre les mains et j'essaie d'aller chercher un contact. Et pour récupérer cette balle un peu basse, et en fait, je n'y arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à chipper. Et je comprenais pas pourquoi je chippais bien quand j'étais à une main. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à faire l'analyse. Et en fait, c'est en l'enseignant et aussi en regardant pas mal de vidéos de James Rayard sur Insta. Et vraiment en l'enseignant que je me suis dit, mais en fait, j'enseigne
totalement l'opposé de ce que je fais. En fait, j'enseigne quelque chose et en fait, quand j'arrive moi sur le parcours, je me mets à l'opposé. Mais vraiment à l'opposé de ce que j'enseigne. Et en fait, je me laissais aucune marge. Pour moi, maintenant, ce qui est dangereux pour moi au chipping, c'est ce shaft en avant, cette balle en arrière. Voilà, il y a des chips dans lesquels il faut le faire, mais en tout cas, il y a des situations où il ne faut vraiment pas le faire. Et moi, je le faisais dans toutes les situations pour essayer d'assurer un contact. Et comment... Donc déjà, je considère que l'enseignement m'a sauvé le chipping. Donc le fait de l'enseigner, ça m'a sauvé le chipping. Et qu'est-ce que j'ai mis en place ? En fait, j'ai mis en place, et je le fais avec beaucoup d'élèves qui avaient des problèmes de hips, et que j'ai pu aider et que j'en suis très heureux d'avoir pu aider au chipping, c'est de commencer à comprendre qu'il y a des styles de chip où en finale, et de façon générale, une balle un peu plus à gauche, avec un shaft qui est un tout petit peu moins en avant, permettait d'avoir un peu plus de marge. Et j'aime bien ce mot marge, parce qu'au final, même aujourd'hui, j'ai encore des appréhensions de temps en temps au chipping. Mais même avec ces appréhensions, vu que je suis bien installé et que je fais confiance à la mécanique dans laquelle je suis, en fait, le club, il passe. Tu vois, je fais le contact, je fais un contact qui est tout à fait honorable, tu vas dire, et qui est très bon, alors que je ne suis pas ultra confiant. Alors qu'avant, je me mettais dans une position où j'étais confiant et je faisais une daube. donc voilà, c'est une balle pour moi un peu plus à gauche, avec le shaft qui est un tout petit peu moins en avant par rapport dans les extrêmes où j'étais, et un club qui arrive beaucoup plus en glissant. Donc, comme on dit, faire jouer le bounce, voilà, qui arrive beaucoup plus en glissant, plutôt qu'avoir un angle d'attaque qui était pour moi le bon, mais beaucoup plus descendant. On essayait d'aller écraser la balle. Et c'est une bonne situation. Pourtant, c'est pas ce qu'on dit dans les pages techniques. J'ai pas entendu, vous avez parlé en même temps. Ah oui, toi, t'as fait une référence à Astérix et Obélix, j'adore. C'était très intéressant, mais waouh, putain, c'est vrai qu'il y a des données qui sont extrêmement. C'est juste, t'es parti dans le monologue de 4-5 minutes puissantes. Et mais vous savez que c'est un sujet. Non, mais je te regardais parce qu'on est en face et je te regardais. Ouais. Et je dis putain, mais t'es pas en psychothérapie, t'es pas en psychanalyse. J'ai enfin fini. Non, mais ça se voit, il est content d'avoir résolu le problème, mais tu vois, si on parle par exemple. Franchement, enfin, voilà, quand tu arrêtes une carrière et que tu arrêtes un rêve de devenir jouer au meilleur niveau numéro 1 mondial, tu peux dire numéro mondial, non, mais quand tu arrêtes vraiment une carrière à cause du chipping et qu'au final tu te rends compte qu'en l'espace de 2 mois tout seul ou avec des vidéos tu arrives à résoudre le problème ou en l'enseignant, en fait tu te dis déjà tu n'as peut-être pas été conseillé de la meilleure des façons. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, je trouve ça un peu dommage. Et surtout, maintenant, c'est un soulagement parce que moi, ça me redonne je reprends plaisir à aller sur le parcours. Je tape plutôt fort. J'ai que des coups de sandwich. Dès que je loupais un green sur les par 5, je mets drive, je joue tous les par 5 en 2. Je me retrouve autour du green, je pouvais plus chipper. Enfin, tu vois, ça, au bout d'un moment, ça te dégoûte. Et maintenant, je reprends beaucoup de plaisir parce que du coup, je joue mieux que quand j'ai arrêté de jouer parce que je peux chipper, quoi. Je peux chipper et je fais des bons chips. Et je suis content de faire un bon chip et d'avoir pris le temps d'analyser, de m'être fait confiance et d'avoir compris. Et je suis un peu sceptique sur le fait. Voilà, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui le font un peu machinalement et qui s'étaient bien organisés, mais je suis assez surpris de jamais avoir eu ces discussions-là avec les différents coachs que j'ai eus, en tout cas l'explication de cette façon-là. Moi, ça a été vraiment très important pour moi de comprendre comment le club devait arriver dans la balle et pas seulement parler faut faire ci, faut faire ça. Ok, et tu vois, dans cette démarche, je pense tout de suite à Mathieu Pavon, notre numéro 1 français, qui a une technique de chipping qui est vraiment différente de ce qui se passe dans la majorité des cas. Il est en grip inversée. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'il s'est adapté à une situation de chipping où on parlait des hips, c'était des hips qui venaient complètement de la tête pour lui, parce qu'il y a aussi ce genre de problématique. Moi, je fais référence par rapport au putting. Il y a certes une partie mécanique aussi qui est en place, mais il y a une grosse partie mentale à ce niveau-là. Et c'est vrai que résoudre ces problèmes mentaux, parfois, passe par un changement de la mécanique. Donc, est-ce que pour vous, Mathieu Pavon a vraiment un hips qui mentalement n'arrive pas à changer, ou il s'est adapté à une posture dans laquelle il se sentait bien? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que le hips est créé par une faute technique sur une situation, et qu'ensuite le mental va nourrir le hips. C'est que très régulièrement, le hips vient d'une faute technique et c'est le mental qui la nourrit. Ah mais moi j'adore cette phrase, je suis tout à fait d'accord et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai bien plongé dedans. Donc... Ouais, moi je les ai connus au putting
Et c'est très clairement une phase de club qui était très fermée dans le backswing, qui faisait qu'en fait mon corps était obligé de s'adapter. Le hips, en fait, c'est une aide du corps. C'est que le corps, il sait tellement que le club, il peut pas revenir de la bonne manière, que le corps, en fait, va sursauter pour essayer de la choper correctement. C'est pas oh là là, ma main elle tremble et je peux plus chipper. C'est mon corps, et en fait mon corps m'envoie un signal de là je peux pas la prendre correctement, donc je sursaute. En fait il y a un tilt, il y a un bug. Il y a un bug du corps pour essayer de la choper. Et sauf que vu que c'est un sursaut et que chipper ou putter avec un sursaut, on peut pas maîtriser, on peut pas faire le contact correctement avec la balle. C'est là où en fait il y a des problèmes. Et je suis d'accord avec toi, et c'est un peu le problème. C'est la question, c'est pendant combien de temps tu l'as nourri ce mental. Voilà. C'est ça qui est difficile, c'est que quand ça fait beaucoup d'années, même en remettant dans une mécanique qui est bonne, ça met du temps en fait à revenir. Donc, mais tu vas faire quand même des mauvais chips parce qu'il y a un rappel de ton corps et de ton mental. Mais malgré tout, tu es dans la bonne voie et il faut se dire, ok, là j'ai une bonne mécanique, et il faut pas essayer de se rassurer. Moi, j'ai trop essayé de m'écouter, de me rassurer sur le parcours en me disant « Ah tiens, je suis bien, là, je me sens bien comme ça. » Et au final, c'était une mauvaise mécanique. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et du coup, pour revenir sur Mathieu Pavon, alors Mathieu, en plus, qui a eu la gentillesse, j'avais fait une demi-journée avec lui. On avait joué un tournoi ensemble il y a à Hossegor, exactement, la reprise après le Covid. La reprise après le Covid, et j'étais allé le voir et je lui avais dit, est-ce que tu peux explique-moi un peu comment tu fonctionnes en grip inversée. Donc il chip en grip inversée, et il avait eu la gentillesse de passer l'après-midi avec moi et de m'expliquer un peu tout, comment il faisait tous les chips, comment il s'était adapté. Après, je pense que Mathieu, était dans le même schéma. Il a commencé à faire des mauvais contacts. Il se sentait pas bien dans sa mécanique. Il a perdu confiance. Et je pense qu'il a tout de suite retrouvé une confiance et une mécanique plus juste en grip inversée. Et du coup, hop, il a inversé la tendance. Et puis, il s'est mis à très bien jouer comme ça. Et je pense qu'il est resté dans ce schéma-là comme ça. Et il faut dire que, moi, j'ai essayé en grip inversée. Ça m'a pas aidé plus que ça, et je trouvais ça assez limitant sur certains chips. Et en fait, Mathieu, pour avoir fait cette demi-journée avec lui au chipping, il arrive à faire la totalité des chips qui sont demandés. Et parfois, il me disait, il y a des chips, je sais que je vais pas pouvoir le faire exactement comme je voudrais ou comme quelqu'un qui le ferait avec les mains dans le même sens, dans le bon sens, on va dire. Mais je m'adapte, je sais que je vais peut-être être 2 mètres plus long, et puis mais c'est un chip de temps en temps. Tout le reste, il est royal. Ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est que selon moi, un bon chipper, c'est pas quelqu'un qui fait les chips compliqués de la bonne façon. Parce qu'on le voit très bien chez les meilleurs joueurs du monde, les chips très compliqués, oui, de temps en temps, ils font un chip exceptionnel et ils la rentrent, ou ils font chip putt. Mais le très bon chipper, il fait très très bien les chips faciles. Il ne fait jamais chip de putt sur un chip facile. Ouais. Parce qu'au final, si on met sur un chip quasiment impossible, les 100 meilleurs joueurs du monde, il y en a peut-être 5 qui vont faire chip putt. Et ils vont faire chip putt, il y en a 2, ça va être par le chip, et 3, 5 c'est pas beaucoup, mais disons 10, et les 7 autres, c'est parce qu'ils vont avoir mis un long putt. Donc la moyenne, elle va être bien plus proche de 3 coups dans la situation que 2. Par contre, les meilleurs chippers, ils feront 2 coups maximum sur toutes les situations faciles. Ça va être chip putt, et de temps en temps, ils vont même en rentrer un. Et c'est là où on gagne vraiment des points au chipping, c'est en faisant plus d'erreurs sur les chips faciles. Et tu vois, ça vient de... Et c'est une chose aussi que j'essaye d'expliquer, ça vient de l'exigence, en fait, de bien placer son exigence. Et j'essaye d'expliquer ça par rapport à un lie et à une situation, parce que les deux sont un peu liés. Tu peux avoir un chip qui sur le papier est facile avec un bon lie, devient difficile avec un mauvais lie, et un chip par exemple qu'on peut imaginer lobé avec peu de green, qui peut être très difficile si tu as un mauvais lie, mais si tu es placé sur une petite touffe magnifique, en fait il devient plus facile. Donc en fait c'est très intéressant, et j'essaie de mettre l'accent dessus quand je l'enseigne, et je leur dis voilà, il y a les situations où là vous êtes bien placé, balle, comme je disais, l'équateur un peu surélevé, etc. Là, vous devez avoir une exigence de haut niveau. Vous devez essayer de vous mettre proche et de faire chip putt. Là, la balle est au sol. Vous avez un lie un peu bizarre. Faites chip de putt tout le temps. Ça sera déjà très, très bien. Et là, vous avez un chip compliqué. Mettez-la sur le green.
faites 2 putts, vous serez très content aussi et trouvez la solution qui vous laisse le plus de marge pour la mettre sur le green. Et c'est ce que font les meilleurs joueurs, et ce que disait Seb aussi, c'est alors eux, forcément, ils ont plus d'habilité, donc ça peut être un chip qui leur laisse quand même une chance de faire chip putt, tout en prenant une option où ils ont le plus de marge. Ils vont pas, et c'est très rare, ou parce qu'ils sont pendus, ou parce qu'ils doivent gagner un tournoi, ou passer un cut, qu'ils vont tenter le chip où ils ont une chance sur 10 de faire le bon contact. Et s'ils font le mauvais contact, ils sont dans les tribunes derrière ou dans l'eau devant. Ils font rarement ce choix-là. Ils ont plus de marge. Et souvent, les amateurs, ils essayent de faire chip putt dans des situations qui sont ultra compliquées, où en final, ils feraient chip de putt tout le temps, ils seraient ravis. Et en fait, ils se retrouvent à faire un top derrière le green, un truc, mais normal parce que le chip est ultra dur, voire de temps en temps pas réalisable avec la solution qu'ils ont pris. Ouais, comprendre que voilà, l'erreur au final ne vient pas du chip, mais vient plus du coup qui a emmené dans cette situation. Exactement. C'est là où toute la notion de stratégie est importante. Chip de putt, parfois, c'est exceptionnel par rapport à un chip 3 putts, parce que ouais, le nombre de fois où on a perdu des points, où vous aussi vous perdez des points parce que vous vous adaptez pas par rapport à la situation et que vous ne comprenez pas que c'est parce que le coup précédent vous a mis dans cette situation et qu'il ne faut pas essayer de chercher à faire des miracles maintenant avec ce chipping. Faites attention par rapport à ça. Donc parfois, ouais, être à 10 mètres du green, être à 5 mètres du drapeau et se retrouver à 10 mètres du drapeau, c'est très bien par rapport à la situation. Donc complètement d'accord avec ça. On peut aussi évoquer surtout quelque chose, une question récurrente, moi je trouve, qui a encore relation avec la technique, avec la mécanique, c'est l'utilisation des poignets. Il y en a beaucoup qui me demandent, alors moi non, je fais plus de chipping, j'en avais fait un petit peu au départ, mais qui me demandent est-ce qu'il faut utiliser les poignets lorsqu'on chip ou pas. J'ai envie de dire, bon, encore une fois, ça va dépendre, comme on a vu au départ du live, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, de la maîtrise que vous avez du club que vous utilisez. Mais est-ce qu'un chip, on va appeler lambda, des chips qu'il faut bien réussir? Est-ce qu'on utilise les poignets? Est-ce qu'on utilise le corps? C'est quoi, vous, votre vision, les gars, sur ça? Je vais commencer. Alors déjà, il n'est pas concevable maintenant dans ma nouvelle conception du chipping d'avoir des poignets qui ne jouent absolument pas. Après, il y a jouer les poignets et jouer les poignets. C'est ça qui est la vraie difficulté. Ça va dépendre des chips aussi. Un chip roulé va nécessiter, je pense, plus une mécanique de corps avec un peu moins de poignets. Un chip avec un sandwich, que ça soit standard ou même levé, va demander, je pense, beaucoup plus de poignées. Après, il faut savoir une chose, c'est que pour mettre de la verticalité au chipping, tu as besoin d'avoir de la verticalité. Il y a plusieurs façons de mettre de la verticalité. Il y a la posture. Le fait d'être plus penché au-dessus de la balle, ça met plus de verticalité que si vous êtes plus debout. Donc ça, faire attention aussi d'avoir une bonne posture, de ne pas être trop debout, d'être un peu penché, c'est aide pour la verticalité. Il y a le chemin de club, donc, et surtout la montée. Si vous montez à plat derrière vous, intérieur, le club il va partir bas, donc il va revenir haut, il va aller en remontant. Cette notion de lift au final, si je puis dire. Et si vous partez plus extérieur, vous avez un club qui va monter plus vite et qui va redescendre plus facilement. Et la troisième option pour mettre de la verticalité, c'est les poignets. Si vous voulez mettre de la verticalité, vous avez besoin que vos poignets s'actionnent et comme un marteau, si tu veux, s'actionne vers le haut, vers le bas, pour mettre de la verticalité. Donc vous avez ces trois options. Moi j'ai joué un peu sur ces trois facteurs pour me rajouter de la verticalité parce que je faisais tout l'inverse. Il y a aussi, excusez-moi, il y a un peu le poids à gauche aussi qui aide sur la verticalité. Mais en gros, moi je montais intérieur sans poignée. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, attends, j'ai déjà peur, je vais essayer de jouer sans les poignets, avec les poignets bien rigides et comme ça je vais assurer un contact. Et en fait, c'est là où tu fais n'importe quoi. Alors sur un chip entre guillemets un peu roulé avec un fer neuf, ça peut passer, ça ressemble à un petit coup de putter, j'aime bien dire un petit coup de putter vers le sol, tu vois, comparé par rapport à un vrai coup de putter. Mais tout le reste, il faut que les poignets jouent. Et la problématique, c'est que oui, il y a des personnes à qui je vais dire qu'il faut jouer avec moins de poignets, parce qu'ils ont tendance à venir complètement cueillir la balle trop tôt et se jeter en arrière, etc. Donc là, on va être dans une mécanique d'essayer d'avoir le shaft, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, le shaft qui est un peu plus en avant à l'impact parce qu'ils l'ont trop en arrière. Et après, il y a des personnes qui ne jouent absolument pas du tout des poignets
Et ça ne marche pas non plus. Donc, ça va dépendre un peu où vous vous situez. Il n'y a pas de faut jouer avec les poignets. Demain, tout le monde doit jouer avec énormément de poignets. Parce que si vous mettez déjà beaucoup de poignets, ça ne va pas marcher. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Mais pour moi, en tout cas, le fait d'essayer de chipper avec les poignets qui sont rigides et bloqués, ça ne peut pas fonctionner. Bloqué, rigide, veut dire tension, veut dire droit, veut dire ensuite avoir un mouvement du corps qui est biaisé. Donc c'est certain que dans cette situation, comme tu l'as justement dit, je pense qu'il doit y avoir un certain relax au niveau des poignets. Alors je ne sais pas si on peut appeler lag ou pas. Mais justement, c'est une très bonne question aussi. Enfin, une très bonne truc. Tu vois, c'est plein de trucs auxquels j'ai réfléchi ces dernières années. Moi, je mettais aussi beaucoup le lag. Et au chipping, le lag, c'est rarement bon. Toujours dans cette histoire que tu te retrouves avec un shaft qui est très, très en avant. Moi, j'aime bien concevoir, et je sais que Seb est assez d'accord avec ça, et toi aussi d'ailleurs. Mais je sais que c'est Seb, je le voyais faire comme ça. J'aime bien imaginer maintenant que mon club est installé d'une façon à l'adresse et il doit essayer de revenir dans la même position. Et de créer en fait un angle à la descente ou au moment où tu attaques enfin, tu vois, de mettre du lag et de te retrouver avec les mains très en avant. Allez, il y a 2-3 chips où ça peut arriver sur des sols durs parce que tu as besoin de faire un angle passer sous un banc parce qu'on est en train de pétanque ou un truc. Mais sinon, je vois pas je trouve ça dangereux en fait. Plus tu rapproches, plus tu mets les mains en avant, plus tu te retrouves avec la leading edge, donc la dernière ligne l'arrêt de base du club, qui est vers le sol et qui en fait vous met en danger de venir râper le sol et donc du coup de venir creuser et de faire une gratte. Et ça, voilà, c'est dangereux. Alors comme je vous le disais, sur sol dur, ça a moins de conséquences. Dès que c'est des sols gras, ça fait gratte. Ouais, et là, donc tu parlais d'un point qui en relation, je pense, est toujours intéressant. On en viendra un peu après, qui sera autour du matériel, autour du bounce. C'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on a des sandwichs qui ont plus ou moins de bounce, pourquoi les utiliser dans quelle situation. Mais effectivement, en fonction des sols durs ou sols mous, ça peut toujours être assez intéressant sur ça. Je suis d'accord. Néanmoins, concernant ensuite l'évolution de la mécanique, est-ce que vous voyez d'autres choses primordiales ou je pense qu'on a plutôt parlé d'une façon globale de tout ce qui était intéressant autour de ça, ou est-ce que vous voulez développer sur autre sujet? Peut-être, moi j'ai parlé de mon expérience de venant d'un mauvais chipper à un chipper bon maintenant. Je vais dire que je suis bon parce que je le considère maintenant que je chip bien. Je chip pas encore à un niveau qui m'aurait permis de jouer sur le tour, mais en tout cas je chip maintenant à un niveau qui est plus pénalisant pour moi et avec lequel je prends du plaisir. Maintenant peut-être vous donner un petit peu votre approche chacun d'un chip au niveau de l'organisation, au niveau de la conception, qui vous n'avez pas eu forcément de problème dans le chipping et du coup comment vous le voyez et avec quel œil vous voyez cette mécanique? Écoute, moi je le vois d'une façon extrêmement simple. C'est vrai que je suis pour, dans un chip classique, d'avoir le moins d'utilisation de poignées possible. Bien évidemment pas être rigide, mais tout simplement pour faire rentrer une variante, pour éliminer une variante supplémentaire. Parce que moi je considère qu'il y a déjà pas mal de placements de balles, de postures à avoir, et que lorsqu'à partir du moment où on rajoute quelque chose, on fait rentrer une variante supplémentaire, et cette variante peut être toujours plus ou moins difficile à mettre en place. Donc le plus possible, quand je peux ne pas utiliser ces poignées, mais beaucoup plus utiliser de corps, je vais le faire. Je te coupe juste 30 secondes parce que, pour t'avoir aussi regardé pas mal chipper, mais je pense que tu dis ça aussi parce que tu es quelqu'un qui mécaniquement arme déjà pas mal le club. Donc du coup, parce que n'imaginez pas que quand Antoine dit ça, il se retrouve avec le club qui est bas, avec les bras, les poignets qui n'ont pas joué. Tu as un armement qui se fait assez naturellement. C'est pour ça que je dis ne pas utiliser pour poignets, l'utiliser le moins possible. Pour toi, mais non, mais c'est parce que je pense que pour toi, c'est une perception au final, donc tu utilises bien les poignées, donc tu n'as pas besoin d'en rajouter plus et c'est même dangereux d'en rajouter plus. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la notion de ça dépend qui vous êtes en fait quand on dit ça. Voilà, et ce que toujours intéressant aussi, c'est parfois de comprendre la notion entre perception et réalité. C'est-à-dire que parfois vous avez l'impression de faire ça, d'être là, mais au final vous ne l'êtes pas du tout. Donc ces petits apartés, parfois amusez-vous à vous filmer vraiment pour essayer de penser au final que votre club est dans cette position-là, mais au final vous ne l'êtes pas du tout. Petit aparté qui est important. Mais oui, je suis quelqu'un qui utilisait beaucoup les poignées autour, et c'est vrai que
lorsque je me retrouvais dans une situation qui était un chip, ce que je vais appeler école, j'essayais vraiment de jouer beaucoup avec le corps et beaucoup moins avec ses poignets. Et c'est là où je me suis rendu compte que les contacts étaient bien meilleurs, donc que j'arrivais vraiment à varier mes profondeurs, notamment en termes de points de chute. Parce que ce qui est le plus important pour moi également au chipping, c'est de savoir où vous voulez faire tomber la balle et savoir ensuite appréhender la quantité de roule que vous souhaitez lui donner. Parce que je pense qu'avant tout, dès qu'on a des bons contacts, maintenant vous devez savoir où vous voulez faire tomber la balle en fonction du club que vous avez pour qu'elle termine à tel endroit. Parce qu'en fonction de certains clubs, les balles vont partir plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Vous pouvez varier cela, effectivement, comme tu dis, avec la position du shaft, par exemple. Mais encore une fois, être vigilant, parce que le shaft trop en avant risque d'influencer effectivement un angle d'attaque qui est trop vertical. Donc un club qui peut avoir vite tendance à se planter dans le sol, notamment dans des conditions où le terrain est assez mou. Donc ça, c'est pareil pour moi. C'est une variante qui peut être délicate, c'est-à-dire que si on met les mains trop en avant, on risque d'avoir cette variante d'angle d'attaque qui peut être problématique. Donc j'essaie toujours, au final, ça va peut-être être très bateau, très simple ce que je veux dire, mais d'être simple en fait. Être simple devant la balle lorsqu'il y a un chip lambda. Et dès par contre, ça demande d'adapter une trajectoire par rapport au chip. Là, oui, je vais commencer à activer un petit peu plus les poignets parce que c'est ce qui peut me permettre vraiment de pouvoir m'aider à générer de la vitesse, notamment lorsque je fais des lobes, et pour pouvoir ensuite derrière à réussir le mieux possible le coup, c'est certain. Seb, est-ce que toi tu as une particularité, une vision spécifique sur ça? Je sais que par exemple, Benoît est également très ami avec Olazabal. Tu as passé du temps également avec lui. On sait qu'au niveau du petit jeu, c'est quand même un régal de le voir chipper. Est-ce que tu as beaucoup appris? Qu'est-ce que tu vois par exemple de cet échange avec lui, tu aurais pu apprendre de très intéressant? Il y a eu beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur ça? Et transmettre du coup aux gens aujourd'hui, est-ce que c'est des choses reproductibles ou pas? En fait, c'est très difficile de... Enfin non, je reprends. Olazabal, il a eu l'immense chance d'être très ami avec Severiano Ballesteros. Et donc du coup, on a deux génies du golf qui se sont transmis des informations. Donc on est tombé sur deux génies 2.0. Tout le temps que j'ai passé avec José María, à chaque fois... Lui, il était omnibulé par le lie, puis par la situation, puis par justement créer une trajectoire en relation avec la situation et le lie. À partir de ça, il va beaucoup bouger la balle dans le stance en fonction de la trajectoire qu'il veut réaliser. Donc plus la trajectoire qu'il souhaite va être basse, plus il va emmener la balle vers la droite dans le stance. Plus la balle va être haute, plus il va emmener la balle à gauche, sans trop changer le poids. Et donc, du coup, ça fait qu'on peut se retrouver avec des mains, par exemple, pour un lob, avec des mains qui sont derrière la face du club, donc un shaft qui est en arrière, et pour une balle basse, avec des mains qui sont très nettement devant. Et lui, il fait toujours la même chose, toujours le même petit mouvement. Donc, c'est une petite manière d'armer un petit peu le club, et ensuite de respecter cet armement jusqu'au finish. Donc, pas de jeu de main, jeu de vilain, comme on pourrait dire. C'est vraiment d'essayer de faire la manière la plus simple possible, le mouvement. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut, de temps en temps, dans des situations complexes, faire un mouvement simple? C'est quand on va voir tout d'un coup quelqu'un qui écarte beaucoup les pieds, qui met le pied droit en arrière. Mais tout ça, c'est toujours au service de bien positionner le haut du corps, bien positionner les bras, bien positionner le club pour pouvoir faire un mouvement simple. On le voit très bien dans les grandes pentes. Par exemple, dans les grandes pentes, il y a souvent des positions de bas du corps qui sont très, très bizarres. Mais si vous regardez, c'est juste pour que le haut du corps, en fait, soit bien posé. C'est une dissociation qui est entre je pose mon bas du corps d'une manière et le haut du corps d'une autre. Et ça, José María, est sûrement on va faire très large pour être sûr de ne pas se tromper, mais un des 10 meilleurs chippers qu'il y a eu dans l'histoire. Et lui, tu sens qu'il est toujours dans faire le plus simple possible, grâce à une analyse ultra pertinente du lie et ultra pertinente de la situation. Et ça, c'est assez incroyable. J'ai eu la chance de vivre... la dernière fois qu'on a joué ensemble, ça devait être cet hiver, je crois. J'ai vécu une journée de chipping, mais exceptionnelle. De chaque chip qu'il a fait, c'était un 10 sur 10. Peu importe la difficulté, peu importe la facilité. C'est que tous les chips qu'il a fait, c'était le chip réalisé à la perfection et tout le temps, en fait, avec le même, on va dire, tronc commun de technique, mais avec que des postures différentes. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant que toute cette analyse est au service d'une posture pour pouvoir en fait faire la chose la plus simple possible et avoir le moins d'actions
possible de poignet, même s'il en a un petit peu, bien évidemment. Mais voilà, c'est assez incroyable de vivre des moments pareils avec un tel expert. Ouais, et de souvenirs, il ouvre pas tant que ça la phase de club quand il veut faire un lob. Tu dis, il met plutôt la balle à gauche et un shaft en arrière. Il joue pas énormément sur l'ouverture de phase de club. Mais voilà, ça, il y a des différents types de chips. Je sais que toi, Antoine, tu ouvrais beaucoup la phase de club. Donc, tu aimerais bien avoir un club qui a peut-être moins de bounce parce que comme tu l'ouvrais beaucoup, je rappelle que plus un club a du bounce, plus en fait l'arête du bas va être éloignée du sol quand vous allez l'ouvrir. Donc si jamais c'est sur des sols qui sont ras, le club il va rebondir et du coup vous pourrez pas faire des lobes, vous pourrez pas l'ouvrir. Donc après il faut arriver à trouver et vous pourrez voir si vous vous intéressez un peu à ça, vous regardez toutes les modèles de wedge Opus qui sont sortis, au-delà du design noir ou chromé, il y a beaucoup de formes différentes, donc ce qu'on appelle des grinds différents. Et des bands différents, c'est deux choses différentes. Le grind, ça va être l'usine, enfin comment le club il est usiné, comment il est poncé. Vous allez voir derrière, ils n'ont pas tous les mêmes formes. Il y en a certains qui vont être biseautés sur le côté, il y en a certains qui vont être plus larges. Et en fait, il y a deux notions qui s'intercalent. Alors souvent, vous allez voir qu'il y a un numéro, ça c'est plutôt le bounce. Et après, il y a une lettre, C, T, S, tout ça qui en fait sont les grinds. Et en fait, il faut regarder ce qui vous convient. Si vous êtes plutôt un joueur qui a tendance à ouvrir pas mal la face, il va falloir prendre des grinds qui aient peu de bounce et des grinds qui permettent au club de pouvoir être ouvert sans être trop loin du sol. Si vous êtes un joueur qui chip plutôt avec une face square et plus sur la position de la balle, vous pouvez vous permettre peut-être d'avoir un grind qui est un peu différent et un poil plus de bounce. Et après, ça dépend aussi des sols que vous rencontrez le plus souvent. Si vous avez souvent un fairway assez haut chez vous et assez gras, jouez plutôt avec du bounce. Si jamais c'est hyper ras et hyper sec, hyper dur, plutôt jouer avec des wedges qui ont peu de bounce et un grind qui est plus biseauté, qui permet de plus manager la phase de club. Voilà, c'était un rapide notion au chipping. Je vous conseille quand même dans un premier temps d'essayer de rester quand même sur du très basique. La plupart des joueurs chip 58-52. Ça permet quasiment de faire tous les chips. Je reviens pas sur le fait que j'aime peu voir des 60 dans les sacs de beaucoup de personnes qui ont tendance à se dire que ça va être plus facile de prendre un 60, que ce soit pour les bunkers ou que ce soit pour les lobes et qui font tous les chips finalement avec le 60. Donc je trouve que 58-52, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être faites. Maintenant, avec les séries qui sont un peu plus fermées, parfois on est obligé de prendre un 50. Donc on peut faire 50, 54, 58. Mais voilà, le 60 en tout cas, faire attention. Avec un 58, à l'époque, on faisait beaucoup de choses déjà avec un 56. Les clubs les plus ouverts, c'était le 56. Je pense qu'on peut faire déjà beaucoup de choses. Et au final, je trouve que c'est d'aller trop dans entre guillemets, la facilité, alors que c'est pas la facilité de prendre le 60. Et ça vous ouvre pas l'esprit sur les lies et sur comment changer la position de la balle comme José Maria. Voilà, toutes ces choses-là. Essayez de voir avec un club tout ce que vous pouvez faire déjà. Et après, vous pouvez faire des choix plus spécifiques, 60 ou 58. Je me coupe. On va essayer d'enchaîner pour vous donner quelques exercices et surtout des façons de s'entraîner pour que vous puissiez développer ces habilités autour du green et progresser. Voilà un exercice qui commence. Allez, Antoine, toi, alors je vais peut-être pas dire comment tu t'entraînais, je vais peut-être demander plutôt quel exercice tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent pour s'améliorer au chipping. Alors, première chose, et je pense que on en a parlé au tout début d'épisode, pour moi, c'est se mettre dans une situation et varier les lies. C'est-à-dire que ne cherchez pas, par exemple, toujours à placer la balle. Essayez de faire une fois une balle qui est dans le rough très bien portée, une un petit peu plus enfoncée et l'autre très enfoncée. Et essayez de se mettre sur des situations qui sont toutes différentes. On cherche toujours à jouer à même drapeau pour vraiment essayer de prendre de l'expérience dans ça.
Donc avant tout, pas besoin de prendre 50 balles parce que si vous en prenez beaucoup, vous êtes peut-être plus dans un esprit de répétition. Donc j'essaie de répéter en fonction de ce que je travaille sur la mécanique. Mais ensuite, derrière, je cherche à faire la mise en situation. Et la mise en situation, il n'y a rien de mieux parfois que de dropper une balle et de la jouer là où elle est. Donc vraiment sur ça, c'est ce qui est, je pense, le plus intéressant. Et c'est ce qui malheureusement n'est pas fait pour moi, pour plus de 90% en fait des amateurs. C'est qu'ils ne tournent pas assez sur différentes situations avec différents lies, surtout. C'est surtout cette notion-là. Après, j'aime bien jouer sur la notion de point de chute. Comme on disait précédemment, je trouve que le point de chute est indispensable pour pouvoir déjà bien imaginer un putt, parce qu'il y a toujours un... Pardon de parler de putting. Excusez-moi, le putting me manque. Des formations professionnelles. Il faut qu'on refasse un épisode sur le putting. Donc, un chip, bien imaginer où vous voulez faire tomber la balle et voir si cette imagination est en cohérence avec le résultat. Je dis n'importe quoi, je suis à 10 mètres du drapeau, je vais positionner le tee à 4 mètres de là où est ma balle, donc du coup je vais être à 6 mètres du drapeau. Est-ce que je vais réussir à faire tomber la balle exactement là où je veux? Donc ça, ce sont des exercices qui sont vraiment top parce que le bon chipper sait où il va faire tomber la balle. Voilà. Est-ce que si je peux juste me permettre un truc sur le point de chute, parce que je trouve qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé et je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien aider les gens justement à comprendre cette histoire de point de chute en essayant de leur dire cette situation-là, où serait ton point de chute? Et de voir, alors souvent ils me mettent un point de chute qui est très proche du drapeau, donc c'est pour ça que je les aide à se dire tu vois là il y a l'entrée du green, on essaie pas de la faire atterrir 50 cm après l'entrée du green, surtout si le fairway est un peu épais ou peut arrêter la balle, tu prends un peu de marge, mais en tout cas sur le premier tiers du green, à chaque fois tu prends la distance entre le drapeau et le début du green, le premier tiers du green peut être intéressant déjà à voir si tu peux pas faire atterrir ta balle dedans. Et après j'essaie de leur expliquer un ratio qui est assez connu, mais en gros c'est si tu as plus de vol que de roule, tu plutôt imaginer avec les clubs les plus ouverts de ton sac, donc on va dire 58-52. Si tu es dans les 50-50 à peu près et que tu n'es pas qui veut gagner des millions, tu prends ton 52 et ton pitch. Et si jamais tu as plus de roule que de vol, là, tu rentres sur un chip peut-être plus roulé et d'aller sur du pitch fair 9. Voilà, les deux sont un peu utilisables en fonction de la position à chaque fois de balle que l'on met. J'aime pas trop aller trop bas dans les clubs. Je trouve que déjà avec un fair 9, tu as déjà moyen de faire beaucoup de coups assez roulés. Après, tu peux faire des coups plus spécifiques avec des hybrides, avec ta fair 7, etc. Mais je le mettrai pas forcément je mettrai vraiment dans les cas particuliers. Et en fait, d'essayer de trouver le point de chute, on va dire, le plus proche de soi qui reste cohérent, qui n'est pas forcément sur le green de temps en temps, à trouver un deuxième point de chute et du coup déjà de voir deux solutions en fait de point de chute. Et parfois aussi, l'entrée du green, parce qu'elle est en pente et qu'elle est pas terrible, peut ne plus être une option et du coup ton point de chute va être milieu de green parce que tu veux t'enlever cette pente. Donc c'est pas forcément l'entrée du green, mais en tout cas de prendre l'habitude de raisonner plus en point de chute. Et après, de pouvoir imaginer le coup et en fonction de la position de la balle avec le même club ou en changeant de club. Voilà, sur le point de chute, je trouve que c'est intéressant de vraiment développer le point de chute en parlant du fait que plus le lie est bon, plus tu as des points de chute qui peuvent être différents, plus les lies sont mauvais, plus en fait tu essaies d'avoir un point de chute soit proche de toi, soit en tout cas tu as moins d'options. Voilà. Seb, sur les exercices... Ouais, moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est en prenant 3 balles et de le faire de le faire de 2 manières différentes. C'est on prend un chip, on prend 3 balles. Attends, juste avant de développer ça, Antoine, tu as dit un truc que j'aime beaucoup, c'est le mot répétition au chipping. Moi, le truc que je déteste le plus, c'est quand je suis en train de m'entraîner au chipping et que je vois des gens arriver avec les tubes de balles, là, les tubes de balles de 20 balles en plastique, et ils font 2 fois, 3 fois 20 balles sur le même chip, qui souvent est un chip presque qui n'existe pas, enfin qu'ils n'auront jamais à faire, et ils le répètent. Et en fait, ils ne développent une habileté que sur ce chip-là, très spécifiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que si le lendemain il a plu, c'est déjà plus le même chip, parce que la balle va réagir différemment. Alors que le chipping, c'est l'endroit avec le putting, je dirais, là où c'est à chaque fois différent. Tous les jours, c'est différent. Sur le même trou, on peut avoir le même chip, mais c'est encore différent. Enfin, ce n'est jamais une histoire de répétition. S'il y a des vraies lacunes techniques sur un type de lie ou sur un type
ou sur un type de chip, oui, de la répétition peut aider pour essayer de progresser là-dessus, mais sur tout ce qui est chipping très standard, je préfère développer une imagination différente sur le point de chute, sur la trajectoire, d'où l'exercice là dont je vais parler, qui est de prendre 3 balles et de décider de soit on choisit avec un club 3 points de chute différents, soit de prendre le même point de chute avec 3 clubs différents. Et en fait, déjà, ça va permettre de se rendre compte de est-ce que je suis plus à l'aise avec un seul club et de varier les points de chute, ou est-ce que je suis plus à l'aise avec un type de point de chute similaire, mais avec 3 clubs différents. Donc ça, je trouve ça assez intéressant déjà dans une notion d'expérimentation, parce que ça fait expérimenter des clubs et ça fait expérimenter des lays. Ça, c'est un peu le premier exercice que j'aime beaucoup et en plus que je fais assez régulièrement. Deuxième exercice que j'aime bien, c'est on peut décider de prendre 3 balles ou 5 balles, pas plus, et de déterminer sur un chip la moyenne des chips. Ça serait bien, je dis n'importe quoi, que je sois à 2 longueurs de club. Et il faut que la moyenne de ces 5 chips, du coup, soit à moins de 10 longueurs de club au total. Et donc, je fais les 5 chips pour améliorer ma dispersion. Donc, ça va être la moyenne des 5 balles. Il faut qu'elle soit moins de 2 longueurs. Donc, on parle de ces 10 longueurs. Si c'est trop facile, on peut passer à seulement 1 longueur. Si on veut vraiment se tester, on peut passer, je sais pas, sur un chip très court et très facile à... il faut que je sois à moins de temps, mais il faut que j'en ai rentré une. Mais en tout cas, d'améliorer la dispersion, parce que c'est là où les meilleurs chippers sont les meilleurs chippers. C'est pas leur capacité à mettre leur meilleure balle dans le trou, c'est à ce que leur moins bonne soit proche du trou. Donc des petits cercles aussi, par exemple, ça peut être une addition de dispersion, tout comme il faut absolument que mes 5 balles soient à moins de 2 longueurs de club ou à moins d'1 longueur de club. Mais en tout cas, voilà, de se challenger là-dessus. Et on va dire, dernier exercice que j'aime beaucoup, c'est 1 balle. Ça serait même partir avec le sac et de définir une situation, et c'est je dois faire chip putt. Comme ça, en plus de ça, ça rapproche du parcours parce qu'on va enchaîner un chip et un putt, et ça peut être je choisis 10 situations et il faut que je fasse 2 fois chip putt, ou il faut que je fasse 5 fois chip putt, ou il faut que je fasse 10 fois chip putt, ou ça peut être simplement je dois faire chip putt pour passer à la situation d'après. Enfin voilà, de tester. Et enfin, 4e manière de faire pour moi au chipping, c'est d'expérimenter, d'aller dans des lays difficiles et en fait d'essayer. Je mets la balle à gauche, je mets la balle à droite, j'ouvre plus le stance, je descends les mains sur le grip. Celui-là, j'essaie de mettre un petit peu plus d'armement. En fait, d'expérimenter. Alors, attention, s'il y a un parking en face du chipping green pour éviter de casser les pare-brises, ou s'il y a des personnes en face, on fait toujours tout en sécurité. Mais en tout cas, d'expérimenter. Et c'est pas « ça y est, j'ai trouvé, je fais ça sur tous les chips ». Non. C'est avec ce type de lay, sur tel type de situation, tiens, j'ai l'impression que je viens de rajouter un coup à mon panel. Mais c'est rajouter des coups à son panel et non pas « j'ai trouvé le secret du chipping, faut faire comme ça ». Parce que ça marchera jamais. Et ça fera une belle vidéo sur Instagram, je pense qu'on pourra cutter. Mais non, écoutez, je trouve que c'est hyper complet. Hein. Moi, pareil, les exercices que je fais faire, c'est un club, 3 points de chute, position de balle différentes. Tout ce qu'a dit Seb, je suis tout à fait d'accord, et toi aussi. Donc je pense qu'on va en finir sur cet épisode qui était très riche. Pour moi, les maîtres mots au chipping, ça serait vraiment cette expérimentation, comme a dit Seb. Je trouve que c'est un mot hyper important et qu'on ne fait pas assez, qu'on essaye trop de trouver le secret. Expérimentation, créativité. Et le faire de façon calme. Enfin, c'est pas grave de louper des chips si vous êtes en train d'expérimenter, ça fait partie du jeu, c'est de trouver des nouvelles solutions. Donc ça, je trouve ça très bien. Vous laissez pour moi, le mot qui m'a fait du bien aussi, c'est de la marge. C'est d'arriver à trouver une bonne mécanique et une bonne installation devant la balle par rapport à un lay qui vous laisse le plus de marge. Ça veut dire que même si vous faites un coup un peu moyen ou que vous êtes un peu stressé, qui vous laisse quand même un chip qui fonctionne. Et ça, pour moi, c'est pas forcément vous mettre dans la situation qui vous rassure le plus, dans la position. Donc ça, c'était un titre personnel. Et en tout cas, voilà, c'est un secteur de jeu qui est hyper important à tous les niveaux, dans tous les moments, que ça soit pour scorer, pour rattraper
pour tout, à tout moment, pour bien jouer ou pour moins bien mal jouer. De toute façon, c'est obligatoire de bien chipper. Donc, entraînez-vous et voilà, expérimentez. Je pense que c'est le maître mot. Exactement. Comme tu disais, voilà un épisode qui a été riche au niveau du chipping. Ça a été notre premier vraiment sur ce sujet-là. On développera certains autres points dans des épisodes, dans des prochains épisodes qui vont être beaucoup plus spécifiques. Mais on se rend compte à quel point le chipping, c'est simple, mais à condition de connaître certaines bases et d'expérimenter. Je crois que tu ne peux pas mieux résumer que ce que tu as dit, Kevin. Voilà, écoute Kevin, je vais te laisser terminer en citant nos fidèles sponsors et enfin pour vous souhaiter derrière une très bonne journée et un agréable golf. Eh ben oui, merci les gars. Un grand merci à Callaway pour ces nouveaux wedges Opus qui font bien chipper et bien wedger. Donc un grand merci en tout cas à Callaway qui nous soutient sur tous nos épisodes, sur tous nos projets. Un grand merci aussi à Golf Planet. Un grand merci à nos futurs partenaires. Qu'on va pas. On peut pas encore le dire. Pas longtemps. Mais un grand merci. Confidentiel. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, aussi à vous tous qui nous écoutez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très plaisir. Ça prend des proportions différentes. Nous, on faisait ça aussi. On savait pas ce que ça allait donner. Et en tout cas, on est très content que ça plaise et que ça prenne cette tournure et qu'on reçoive autant de messages. Donc, continuez à nous envoyer des messages. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Au practice, quelqu'un qui passe et qui m'appelle. Alors tonton, super ton dernier épisode. Voilà, quelqu'un que je connaissais pas. Et c'est des petites touches d'intention qui sont sympas et ça fait plaisir en tout cas d'être écouté. Donc, un grand merci. Et puis, je laisse à Seb. Le mot de la fin. Oui, on va être coté en bourse, donc c'est sûr que ça commence vraiment, ça a pris des proportions complètement folles. Non, bien évidemment, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu et que ça va vous donner en fait envie d'aller chipper et que tous ces épisodes vous renforcent dans votre passion pour ce jeu. Merci Antoine et Kevin pour cet épisode et ce bon moment encore passé ensemble. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou à partager cet épisode à vos proches, à vos amis qui en ont besoin au chipping, nous taguer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous trouver sur toutes les plateformes d'écoute et de réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pouvez nous contacter par mail aussi lestonsongolfeurs@gmail.com. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt.